il nous a paru nécessaire, même si la liste des centres d'intérêt n'est pas exhaustive, que nous puissions, à cœur ouvert, sans tabou, dire quelques mots autour des questions qui sont des préoccupations de nos concitoyens, qui sont vos préoccupations et qui sont aussi nos préoccupations. Le premier, c'est bien évidemment la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption. Le deuxième point, c'est la gouvernance. Là aussi, vous avez observé, et vous êtes, peut-on dire, le témoin, les témoins du modèle de gouvernance imprégné ou impulsé par le président de la République. Cela ne fait pas l'objet d'unanimité. Parmi vous, et de manière légitime, des préoccupations sont exposées. Ces préoccupations, nous souhaitons qu'elles soient renouvelées pour que les membres du gouvernement puissent le mieux possible y répondre. Et bien entendu, troisième sujet qui nous paraît nécessaire, c'est la représentation du Bénin au plan international. L'État est présent en tant qu'État, mais l'État est présent par ses fils et ses filles dans les organisations internationales aussi. C'est une question qui fait l'objet de préoccupations. Vous en avez, ces préoccupations. Nous pouvons apporter quelques réponses avec le ministre des Affaires étrangères et avoir des éléments de perspective pour améliorer la qualité de notre représentation au plan international. Ces trois sujets, encore une fois, ne sont pas des sujets limitativement énumérés. Nous pourrions, si le temps le permet, n'est-ce pas, ouvrir la discussion à d'autres préoccupations. Encore une fois, pour nous, c'est une opportunité d'appeler l'attention sur certaines, de répondre à certaines interrogations, d'essayer de clarifier certaines positions. L'on ne peut reprocher fondamentalement à un citoyen d'avoir une position, mais le plus important, c'est aussi d'avoir l'information et à partir de l'information, se déterminer pour avoir la compréhension nécessaire sur les questions qui intéressent notre société. Merci, messieurs les ministres. Nous saluons vraiment avec beaucoup de satisfaction cette initiative. Elle est plutôt rare. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là. Sur la question de la corruption, nous avons constaté que, au fur et à mesure que les gouvernements se succèdent les uns aux autres, il y a une volonté affichée, certes, de lutter contre la corruption, mais avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Et nous pouvons féliciter le gouvernement actuel de ce que il s'est vraiment engagé dans la lutte contre la corruption. Mais moi, je me pose souvent une question. Lutter contre la corruption requiert, à mon avis, de reconnaître et d'encourager les bonnes pratiques. Pour réussir la lutte contre la corruption, il faut de l'autre côté que les actes d'intégrité, en tout cas l'intégrité, soient célébrés, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit célébrée. Pourquoi? Parce que j'observe de plus en plus que l'intégrité est littéralement suspectée en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un intègre, c'est un peu, si on ne demande pas de gratter en dessous pour voir si
derrière cette intégrité ne se cache pas quelque chose. Ce n'est pas normal quand nous en sommes à considérer que le contraire de l'intégrité est la norme et que l'intégrité devient curieuse. Ça veut dire qu'il faut ajouter d'autres branches, je crois, à la lutte contre la corruption qui va consister simplement à rechercher des personnes coupables et à les punir. Si de l'autre côté, on n'encourage pas une mentalité qui revienne à la considération de l'intégrité comme le minimum qu'on doit attendre de tout le monde, on ne va pas y arriver. Mon intervention porte rigoureusement sur la situation du siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Je crois que c'est un dossier assez lourd. Un dossier assez lourd où jusqu'aujourd'hui, ça a fait un flou au niveau des Béninois. Et non pas parce que je suis de Porto Novo et que je suis l'un des cadres de la ville de Porto Novo. Porto Novo, c'est la capitale du Bénin. Et si nous devons laisser cette situation, ça n'honore pas notre ville capitale. Monsieur le ministre, moi je voudrais vous féliciter. Non, en toute honnêteté, je voudrais vous féliciter. Parce que vous êtes en train d'oser. Et oser lutter, mais aussi oser vaincre. Moi, je suis totalement d'accord pour ça. Il y a des endroits où vous n'avez pas encore été assez loin. La question du siège de l'Assemblée à Porto Novo est une question honteuse. Vous avez démarré, nous avons dit, voilà, ce président nouveau, il a commencé effectivement par un nouveau départ. Vous, les trois qui êtes là, je vous admire. Je voudrais que vous avanciez plus. Si on prend la lutte contre la corruption, depuis que moi j'ai connu la notion d'appréciation, je peux vous dire que vous avez passé tous les autres jusqu'ici. Qui punit qui? C'était le mot qu'on entendait, nous qui luttions contre la corruption. On nous demandait qui punit qui. Que nous perdions notre temps. Mais aujourd'hui, moi, je me réjouis que cette phrase a commencé par disparaître. Même si nous n'avons pas encore les résultats escomptés, mais les gens ont quand même un peu peur. Moi, je dirais que je suis d'avis pour la lutte, mais je ne suis pas pour qu'on garde les gens en prison et qu'un jour, ils payent des choses qu'on entend et qu'ils sortent et qu'ils reviennent encore pour recommencer. Je souhaiterais qu'on fasse peut-être comme le Sénégal, où le président de la République avait dit, bon, si vous avez détourné 100 francs, si vous pouvez nous donner 75 francs, on vous libère. Et les gens ont payé. Et l'État a eu de l'argent. Mais les mettre là, qu'on entend indéfiniment des procès que nous connaissons dans notre pays, et qu'un jour, on commence à nous dire qu'ils ont payé petite caution, quelqu'un qui a pris le milliard, a payé quelque chose pour sortir, là, moi je ne suis pas pour. C'est là où se trouve mon inquiétude. Secondo, c'est dommage que la capitale du pays brille par des éléphants blancs. À l'entrée de Porto Novo, non seulement il y a l'Assemblée, il y a la CCIB qui est là depuis près de 10 ans. Les gens ne l'ont pas intégré et c'est des milliards. Et dans ce dossier, le FONAC a fait beaucoup. Je vous encourage à continuer la lutte contre la corruption, mais pas pour remplir les prisons. Moi, je veux le concret, que les gens payent. Voilà, moi, ma préoccupation. Moi, je tiens à féliciter le régime du président Patrice Talon dans le cadre de la lutte contre la corruption. Parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous, on commence par avoir de la satisfaction dans le combat que nous menions depuis des années, où on se moquait de nous. Le chien aboie, la caravane passe. Maintenant, les chiens arrêtent la caravane. Et il faut aller plus loin. Il faut calculer les dommages causés par chaque détourneur des fonds publics et
leur faire payer ces fonds-là. Il faut le leur faire payer. Il faut les dépouiller complètement. J'avais dit, des années antérieures, que même les cadavres seront poursuivis un jour et on ira enchaîner leurs tombeaux tant qu'ils n'auront pas fini de payer ce qu'ils nous auront pris illicitement. Trop, c'est trop. Il faut punir. Maintenant, vous faites la lutte contre la corruption. Mais maintenant, il reste la lutte contre l'impunité. L'argent qu'ils ont volé et qui a servi à ériger des bâtiments qui sont même vides, il faut prendre tous ces bâtiments-là, demander aux juges de faire rapidement leur travail. Il faut évaluer rapidement ce que les gens doivent et saisir leurs biens et que l'administration béninoise quitte des locations. Porto Novo, c'est important. On ne voyait que l'éléphant blanc de l'Assemblée. Il y a aussi l'éléphant blanc de la Chambre de commerce et d'industrie. CCIP. Un bâtiment qui n'est pas terminé, qui a été inauguré. Vous voyez comment les gens ont poussé l'outrecuidance? Je vous encourage. Et nous vous encourageons. On peut me traiter de tout, mais moi, je dis, la lutte contre la corruption a quitté l'état de théorie pour rentrer maintenant dans la pratique. Je vous remercie. C'est une occasion espérée de notre part aussi, attendue. D'autant par ailleurs que plusieurs parmi nous venons, et avec beaucoup de fierté, de la société civile. Moi-même. Et ça, quoi qu'on dise, on ne notera pas ça. Parce que cela participe de la construction d'un parcours. Je voudrais remercier les organisations de la société civile. Le gouvernement voudrait vous remercier de l'intérêt que vous accordez à ces questions, de la veille continue que vous assurez. Mais je voudrais aussi, parce que votre présence est aussi la présence de nos concitoyens, poser des problèmes de fond. On peut répondre très facilement, Assemblée nationale Porto Novo, CCIB peut répondre. Mais répondre de manière spécifique, partielle, je dis même parcellaire, ne nous permettrait pas de nous comprendre dans le fond. La question essentielle, c'est entre vous et nous, entre les citoyens et le gouvernement, sur la lutte contre l'impunité, contre la corruption. C'est de nous poser la question de savoir de quoi parlons-nous réellement. Est-ce que nous nous accordons là-dessus? Est-ce que nous visons les mêmes objectifs? Est-ce que nous sommes d'accord pour appliquer une méthode à ça? De quoi parlons? La lutte contre l'impunité. Vous avez raison, M. Assoba, à ne pas confondre avec la corruption. La corruption que notre loi a définie. Pour ma part, et même dans son ampleur moins importante que la lutte contre l'impunité. L'impunité, c'est le refus de se soumettre à la décision. Qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit administrative. Le refus de se soumettre à la décision. Il y a une décision qui impose un comportement, qui impose aux citoyens d'agir dans un sens ou dans un autre. Et le citoyen dit, moi, je ne respecte pas la décision. C'est l'impunité. Et qu'il n'y ait pas possibilité de sanctionner. C'est le refus de respecter une décision avec cette impossibilité
ou ce rejet aussi de la sanction. Et la corruption fait partie de ces comportements qui rentrent dans le cadre général de l'impunité. Il faut se battre contre les deux. Tant que la culture de l'impunité serait la norme, c'est l'État qui s'efface. Lorsque je dirais les choses très claires, lorsque un gouvernement prend un règlement que l'on appelle réquisition, on peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord, mais c'est un arrêté. C'est le souverain qui a pris ça. C'est le souverain qui a élu le président de la République, le peuple, qui a nommé des ministres qui, à leur tour, prennent des arrêtés. Et qu'un citoyen, dans un pays organisé, qui plus est magistrat, dit les réquisitions, moi je juge personnellement que cet arrêté de réquisition est irrégulier, donc je ne respecte pas. Ça, c'est l'impunité. Et qu'il n'y a pas possibilité de sanctionner. La corruption, sommes-nous d'accord avec les objectifs? Allons-nous dans la même direction? Je m'attendais dans les questions des préoccupations liées aux différentes affaires. Les différentes affaires. Je n'ai pas entendu le mot, mais qui est fréquent, sélectivité. Une lutte sélective. Sommes-nous d'accord pour que cette lutte soit menée? Il y a quelques années, WANEP est là. Je crois que DHPD est là. J'ai été président du DHPD, j'ai été président de WANEP. On a organisé un concours de recrutement de la fonction publique. Et M. Todjinou, les syndicalistes à l'époque, les associations de la société civile, tous s'est élevés. Il faut annuler le concours. On a déposé une plainte. J'ai été l'avocat qui a porté la plainte, qui n'a pas donné de suite. Aujourd'hui, une suite a été donnée. Même les associations qui ont contribué à déposer cette plainte-là, on ne les entend plus aujourd'hui. La sélectivité. Faut-il considérer que parce que nous sommes d'une classe sociale donnée, que nous sommes dans un espace public donné, par présomption, nous ne pouvons pas accomplir les actes que l'on nous reproche, ou même si nous le faisons, nous sommes dispensés de poursuites. C'est la vraie question. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire, Joseph Diogbenou, vous qui êtes ministre, quand on vous reproche des choses de cette nature, est-ce qu'il est possible de vous entendre? Vous qui êtes politique, est-ce qu'on peut vous entendre? Mais alors, si cela est vrai, est-ce qu'un juge peut travailler sans qu'il y ait des manifestations organisées, même pas des acteurs de la société civile, pour se poser la question de savoir, ou bien pour considérer que cette personne que l'on appelle personnalité aurait pu ne pas être poursuivie? C'est le vrai débat dans notre société. Est-ce que nous voulons faire la lutte contre la corruption pour les autres et non pour nous-mêmes? Dieu seul sait ce que nous découvrons chaque jour. Je vais vous donner des exemples. Le siège de l'Assemblée nationale à Porto-Novo, êtes-vous d'accord? 32 milliards, c'est la décision du juge du tribunal de première instance de Porto-Novo, assortie de l'exécution provisoire, que l'État doit payer à un opérateur. 32 milliards. Donc, le gouvernement va, dans son budget,
mettre à côté 32 milliards pour payer à une personne d'abord, et pour envisager maintenant des études, pour se poser la question finalement, si on va raser ou pas, pour envisager une nouvelle construction. Vous qui posez la question, est-ce qu'on intègre le fait de savoir? Alors, on va payer les 32 milliards, mais ne va-t-on pas rechercher des personnes qui ont fait ça? Mais si on recherchait les personnes qui ont fait ça, ce ne sont pas les paysans. Ce ne sont pas les paysans. Ce ne sont pas les écoliers. Mais ce sont les gens qui sont dans l'espace public que vous côtoyez, que nous côtoyons. Aurez-vous la même détermination à nous dire, si le gouvernement demande au ministre de la Justice de transmettre le dossier à son procureur, eh bien nous serons satisfaits. Les échos nous parviennent. Des interventions de personnalités fortes disent que nous voulons la lutte contre la corruption, mais nous ne voulons pas une lutte sélective. La sélectivité est où? Nous voulons la lutte contre la corruption, mais nous ne voulons pas une lutte sélective. Donc, moi j'ai un dossier, on révèle les choses, je dois rechercher maintenant, à savoir si on poursuit cette personne-là, est-ce qu'on ne va pas dire que cette lutte-là est sélective ou pas? Alors, je voudrais, sur cette question, vous dire que c'est un enjeu de développement. Les États africains et notre pays, si on ne s'accorde pas, si on ne se résout pas, si avec enthousiasme, on n'introduise pas la culture de la punition, les efforts qu'un gouvernement fait sont des efforts vains. La lutte contre la corruption, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Lorsque le ministre de la Justice dit, voilà, monsieur le procureur de la République, je vous transmets tel dossier, c'est qu'il est conscient de ce que, quand lui-même il accomplit, il fait comme on l'a fait, il sera aussi poursuivi. Si on ne le fait pas aujourd'hui, personne ne nous poursuivra demain. De la même manière, si on interpelle un ancien ministre, une autorité de la République, quel que soit son rang, et qu'il y a des manifestations pour empêcher cela, de la même manière, quand on va interpeller Diogbenou Joseph demain, il y aura des manifestations pour empêcher cela. Faut-il laisser les gens en prison? Ou faut-il se contenter de leur demander de payer? Le gouvernement développe une politique pénale sur laquelle nous n'avons pas d'état d'âme. La politique pénale que nous mettons en œuvre, c'est de dire, sur des questions, on va dire, de crimes économiques, d'infractions économiques, d'atteinte contre les personnes vulnérables, de crimes de sang, il n'y a pas de complaisance. Si vous envoyez un procureur quelque part, s'il s'agit d'un crime économique, c'est la sévérité. S'il s'agit d'un crime de sang, c'est l'extrême sévérité. Parce que, s'agissant des crimes économiques, ce sont des infractions de confort. Le détournement, ce n'est pas un artisan qui fait ça. C'est quelqu'un de ma catégorie. Qui connaît les lois, qui connaît le budget, qui sait là où se trouve la ligne budgétaire, qui sait, etc. Qui a son véhicule, qui veut en avoir 2 ou 3 autres. Qui empêche l'État d'atteindre ses objectifs sociaux. Le plus grand nombre d'avoir les services minimums. Sur cette question-là, c'est la sévérité. Alors, quand on parle de cette politique pénale, peut-on dire que, voilà, lorsque la personne est interpellée, fait l'objet d'une détention provisoire, lorsqu'elle se contente, lorsqu'elle paye, doit-on la laisser? Si on fait ça, madame, vous me donnez un permis de détourner aujourd'hui. Parce que là, je peux détourner 5 milliards
dès maintenant, je vais faire la provision de 30% quelque part, je vais mettre ça en TAT. Dans 2 ans, quand on va m'interpeller, je vais libérer la provision, je vais payer, je vais sortir. L'objectif n'est pas atteint. L'objectif que nous visons, certes, l'État doit rentrer dans ses avoirs, mais il faut empêcher que cela ne se répète. Il faut empêcher que cela ne se répète. Il faut que les gouvernants d'aujourd'hui ne fassent pas ce que les gouvernants d'hier ont été tentés de faire. Il faut que les gouvernants de demain ne fassent plus ça. Et pour cela, c'est l'exemplarité, c'est la sanction. La question du mérite, cela va de pair. Il faut identifier ceux qui font bien. Il faut les saluer. Et les actions du gouvernement vont dans ce sens. Les actions du gouvernement vont dans ce sens. On a parlé il y a quelques semaines déjà du fichier que l'on a mis en place pour occuper désormais les fonctions relevant de la chaîne financière. Il faut poser des règles qui évitent cela, qui préviennent ce que nous sommes en train de reprocher à certaines personnes. Et il faut effectivement identifier, saluer ceux qui ont le bon comportement. Je vous remercie et je joins ma voix à celle de toutes les personnes qui sont intervenues pour saluer la réunion, l'idée de cette rencontre. Et je voudrais dire, moi, mes ressentiments. Je parle de ressentiments. Monsieur le ministre, vous avez été un artisan. Vous vous êtes battu pour que nous ayons le code de procédure pénale. Et lorsque je vous entends dire ce soir que pour les crimes économiques, il faut être sévère et que l'emprisonnement, pour vous, est la solution. Alors que le code même, le code de procédure pénale prévoit en cette disposition, je crois que c'est l'article 147 si je ne me trompe pas, qui dit en matière de crimes économiques, la personne a la possibilité d'offrir de payer la moitié ou de mettre à disposition certains biens. Alors, ce n'est pas parce que la personne est ministre, la personne est telle qu'on ne va pas lui appliquer ce test-là. Aujourd'hui, plus personne n'a peur d'aller en prison. Là-bas, vous pouvez avoir le climatiseur, vous avez la télé, vous avez tout. Tout ce qui vous manque, c'est que vous ne pouvez plus faire vos va-et-vient. Parce qu'on a banalisé la prison aujourd'hui. Moi, citoyen béninois, je paye des impôts. Ce dont j'ai besoin, c'est que les fonds détournés rentrent dans la caisse de l'État. Et si vous vous êtes battu pour que cette disposition figure au code de procédure pénale, je crois que vous deviez faire en sorte que les dispositions légales soient appliquées. L'autre question que je voudrais vous dire, vous avez donné la définition de l'impunité tout à l'heure. Mais moi, je dis, j'ai un dossier pour des jeunes dames qui ont été maltraitées. Et la cause est portée devant les juridictions. Une décision a été rendue en première instance et le dossier a disparu jusqu'à aujourd'hui. J'ai saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour qu'on répare parce que mon État n'a pas fait son travail. Il y a eu une décision depuis 3 ans. La décision n'a pas été exécutée. Et mieux, au niveau du budget, on me dit tout le temps le dossier a disparu, le dossier a disparu. Donc la corruption, Monsieur le Président, ces tentacules, c'est partout. Ce n'est pas cela. Et je voudrais respectueusement dire, les audits, que ça se passe autrement. Ma première intervention, je suis d'accord de l'exemplarité et de, je dirais, la rigueur qu'il faudrait avoir dans le respect des décisions. Mais en tant que société civile et en tant qu'Amnesty International, je voudrais respectueusement poser au panel de ministres ici présents, quid alors de l'impression de non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle que nous observons? Quid par exemple de la décision portant de la Cour constitutionnelle qui demandait réparation en matière sur la question de l'homicide du caporal Dangou par exemple. Ensuite, je me sens, en tant qu'Amnesty, un peu effrayé. Semble-t-il, je ne suis pas juriste, que le Code de procédure pénale ait prévu des procédures spéciales pour des personnes compte tenu de leur statut. Et je voudrais finir donc dans cette
cette allure-là, évoquer la question des défenseurs des droits humains avec l'obligation de protéger que le gouvernement a, si je me réfère à la Déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits humains. La lutte contre la corruption et l'impunité, c'est une question extrêmement importante qui dépasse largement les compétences du gouvernement, puisque les citoyens ont un très grand rôle à jouer dans cette lutte-là. Vous le savez très bien. Alors, dans certains pays, l'un des réflexes que les gens développent, c'est systématiquement le recensement des biens mal acquis. On connaît le cas du Cameroun, il y a beaucoup de cas comme ça, où une commission dans laquelle les acteurs de la société civile sont impliqués travaille pour déposer un rapport qui, au niveau du gouvernement, fait l'objet d'un traitement intéressant et les résultats sont là. Ça permet vraiment à l'État de rentrer dans beaucoup d'avoirs, que ces avoirs soient placés au Bénin ou pas. Alors, je voudrais terminer sur les approches. À mon avis, ce qui se fait, j'ai oublié de vous remercier, c'est déjà très bien, mais on peut aller très loin. Il y a 3 choses. Premièrement, il y a l'approche basée sur les sanctions, et ça, je fais partie de ceux qui y croient. Deuxièmement, il y a l'approche basée sur la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est apprendre aux citoyens lambda à demander des comptes à ses responsables, à ses autorités. Et ça va commencer à partir du village, au niveau des écoles. Ça, je pense que ce n'est pas encore le cas chez nous. Et la troisième dimension, c'est la promotion de l'intégrité. C'est extrêmement important. Toute action du développement qui ne prend pas en compte les femmes et les enfants, donc sont des actions mortes. Je le dis parce que vous avez le même outil dans le ministère, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, que nous avions commencé par exécuter depuis 2010. Le cadre institutionnel du secteur agricole a été adopté en Conseil des ministres, signé par le décret. Et ça existe parce que la déclaration de Busan dit qu'il faut impliquer les acteurs de la société civile à tous les maillons. C'est-à-dire à la phase d'identification, nous devons être là, d'identification de la stratégie, il faut que nous soyons là. À l'élaboration de la stratégie, il faut que nous soyons là. À la mise en œuvre, il faut que nous soyons là et suivi évaluation. À travers rôle et responsabilité de chaque catégorie d'acteurs. Et là, on va cesser de vous accuser. Vous-même, vous allez nous dire, on s'est entendu pour faire ci. Au bilan, qu'est-ce que vous avez fait? C'est de ça qu'il s'agit. Je remercie le secrétaire permanent du PACIP. Parce que vous avez évoqué un instrument international, je voudrais clarifier un tout petit peu, que nous puissions nous entendre. Ce qui peut menacer la gestion d'un État moderne, c'est la confusion des rôles. Il faut faire attention. C'est des pratiques qui, dans certains pays, ont conduit à un amalgame et qui ont amené à questionner l'intégrité de tel ou tel autre acteur ou de telle ou telle autre institution. Soyons prudents. Vous parlez de la déclaration de Busan que je connais très bien pour y avoir travaillé de là où je me trouvais. C'est une déclaration. Ce n'est pas une décision qui lie les pays. C'est un ensemble, c'est un corpus de recommandations. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot de bonnes pratiques, et j'ai bien aimé ça, de bonnes pratiques. C'est des choses qui sont souhaitables, mais pas forcément dans les termes que vous avez exprimés. Voyez-vous, si aujourd'hui vous allez dans une démarche de cogestion des affaires publiques, la redevabilité ne sera plus là. Si vous allez dans cette cogestion, l'obligation de rendre compte ne pourra plus s'exprimer de manière orthodoxe. Donc ce que je peux vous dire, pour clarifier un tout petit peu, c'est que l'écoute citoyenne est importante. C'est que le fait de recevoir les réactions des uns et des autres, de sentir ce que veulent les démembrements du souverain, et ici c'est un des démembrements du souverain,
Ce n'est pas la forme exhaustive, n'est-ce pas, si je peux m'exprimer, c'est que l'on puisse recommander que chaque personne qui a des responsabilités publiques trouve la meilleure façon d'écouter les acteurs de la société civile. Et c'est un peu ce que nous faisons, peut-être de manière pas encore parfaite, en étant ici ce soir. Donc je voudrais que vous clarifiez cela parce que nous avons des jeunes, nous avons beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ne devraient pas, si cette clarification n'intervenait pas, ne devraient pas pouvoir comprendre exactement de quoi nous parlons. C'est tout ce que je voudrais dire à cette étape-là, mais je suis un farouche partisan de l'écoute citoyenne, de l'écoute des divers acteurs, mais je pense aussi qu'il faut rester dans l'esprit des lois et forcer les dirigeants, forcer les acteurs à respecter les lois et leur demander de faire ce que les lois les obligent de faire. Quant aux déclarations qui sont des souhaits, qui sont des recommandations de bonnes pratiques, trouvons la meilleure formule pour l'exprimer. Je vous remercie. Pour répondre à quelques préoccupations, notamment sur le code de procédure pénale, je comprends parfaitement maître Alessandrine Saïzonou-Bétier. Vous voyez ce qu'elle vous a dit? Elle dit, le code de procédure pénale 147 dit, la personne qui est suspectée peut offrir à payer. C'est peut-être ça le code, mais ça c'est une faculté. Mais en réalité, le code dit que le juge des libertés et de la détention a la faculté d'accepter garantie. C'est une faculté. Moi, je ne nie pas ça, on peut accepter ça. Mais un gouvernement a l'obligation d'asseoir une politique, une vue, une perspective. Les avocats ont à défendre leurs clients. J'en conviens. Je suis un avocat. Mais le gouvernement, l'État, a à faire en sorte que ce qui nous appartient à tous puisse être le mieux possible protégé, sauvegardé. Et l'État, le gouvernement dit, voici ma politique. Je voudrais que cela n'arrive plus demain, que cela n'arrive pas aujourd'hui. Quel est le chemin que je vais emprunter? Certains disent, le chemin, c'est de récupérer l'argent. D'accord, et que les gens soient en liberté. Mais le risque, est-ce que ce n'est pas accroître la tentation, perpétuer la tentation, sauf à offrir de payer? Est-ce que ce que nous faisons, c'est rembourser ou ce que nous faisons, c'est faire en sorte que ces infractions ne puissent plus être accomplies? Que le code dise qu'il y a une faculté, le gouvernement a le devoir de dire qu'il n'admettra pas de faculté. Ce que je souhaite, ce n'est pas d'avoir les possibilités de la tentation pour être défendu demain. C'est d'avoir des règles qui m'imposent de ne pas être tenté aujourd'hui. Et voyez-vous, mesdames et messieurs, ces règles-là, les premières personnes qui sont contraintes par ces règles, ce sont celles et ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui. Ce sont celles et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que la méthode ayant changé, la culture ayant changé, la psychologie ayant changé. Et ça, c'est notre pays qui gagne. Ce que je refuse de dire, c'est laisser croire à un gouvernant qu'avec le code de procédure pénale, tel qu'il est interprété, il peut succomber aujourd'hui, il payera demain pour être en liberté. Ce que le gouvernement veut faire savoir, c'est de dire que non, ne succombez pas aujourd'hui, parce que même demain, si vous offrez de payer, nous allons refuser, l'État va refuser. Quelle est la solution qui profite à l'État? Et c'est pour cela que très tôt, j'ai commencé par dire, est-ce que nous sommes d'accord sur les méthodes? Est-ce que nous sommes d'accord sur les objectifs? Sur le respect des décisions de la Cour constitutionnelle, je ne veux pas faire des développements
de spécialiste que je ne suis pas par ailleurs. Lorsqu'on prend par exemple le cas de la décision sur Dangou, quand la Cour constitutionnelle dit que tel acte est contraire à la Constitution, à une violation des droits humains, que cela peut exposer à des dommages-intérêts, la Cour constitutionnelle, vous l'aurez remarqué, ne dit pas il faut payer 5 millions, il faut payer 10 millions, il faut payer 100 francs. La Cour constitutionnelle suggère simplement qu'une autorité, qu'elle soit judiciaire ou administrative, fixera ce qui a lieu de payer. Dans ce cas-là, soit parce qu'il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte avant notre arrivée, soit on laisse la procédure pénale aller jusqu'au bout et que les juges prescrivent ce qui a lieu de payer, ou bien l'État prend sur lui d'agir de manière administrative. Et sur cette question précise, je peux vous assurer que nous avançons sur la question de la réparation. Mais cela va de même sur toutes les autres questions. Il faut rechercher ce que la Cour veut exactement. Et ce n'est pas de manière abstraite que chaque décision de la Cour puisse faire l'objet de la même satisfaction. Je comprends que cela puisse être interprété différemment. Voilà, sur les rapports avec la société civile, sujet délicat. Sujet délicat. Parce que pour être politiquement co-responsable, parce que je vous aurais consulté à la base, je vous aurais consulté associé à l'exécution, mais nous aurions été ensemble candidats. Faut-il dans un État démocratique concevoir cela? Parce qu'il faut que nous soyons d'accord sur tout. Si à l'initiative, à la conception, dans un régime présidentiel, porté par le suffrage universel, le président de la République, pour chaque projet d'importance, va réunir les associations de la société civile pour concevoir, va les réunir pour mettre en exécution. Ah, la redevabilité, comme il a dit, c'est ensemble, vous et nous. Ça veut dire simplement que vous êtes intégrés dans l'espace politique. Simplement. Et nous aurons empêché une poche, on va dire, d'observation de l'action publique de faire son travail. Une souche, une catégorie d'acteurs. Déjà, au plan international, on distingue plutôt de plus en plus entre acteurs étatiques et acteurs non étatiques. Alors, le périmètre est difficile à distinguer. D'autant par ailleurs, deuxième élément, que dans notre constitution, le régime, le mandat, c'est de 5 ans. Avec, je veux dire, les institutions que la Constitution a établies, que le président de la République est tenu de consulter aussi. Les institutions que la loi établit, que le président de la République est tenu de consulter. Si le temps de la consultation doit être plus long que le temps de la mise en œuvre dans un régime dont le mandat est essentiellement limité, quel sera le gain pour l'État? Dans un État totalement en construction. Je constate effectivement que depuis quelque temps, des recrutements sont faits. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et on constate que ces recrutements sont également faits dans la transparence, plus ou moins dans la transparence. Je souhaiterais que ça puisse continuer dans ce sens. Le gouvernement actuel a décidé de faire la rupture. Mais par rapport à cet aspect-là, la mise à disposition à la population de l'information publique, je crois qu'il n'y a pas encore eu la rupture souhaitée. Nous avons fait il y a quelques jours le bilan des 2 ans de gouvernance ou de mandat du président Talon. Et nous avons été confrontés à l'information. Or, c'est de l'information publique qu'il s'agit, c'est de dire ce que le gouvernement a fait, ce qu'il n'a pas pu faire. Bien sûr, en ce qui concerne ses promesses électorales. Et
nous l'avons souligné dans notre préface, parce qu'il a fallu parfois jouer au détective pour avoir l'information. Et nous disons, l'information appartient à tous. Et nous devons rendre compte à nos concitoyens de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, et même pourquoi certaines actions n'ont pas été faites, mais il n'y avait pas l'information disponible. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que par rapport à l'information publique, nous ne sommes pas encore satisfaits. La première préoccupation est naturellement relative à la question des droits de l'enfant, la question de l'état civil qui est perçue partout aujourd'hui comme une question de développement. Je voudrais savoir les dispositions que prend le gouvernement pour une bonne gestion de l'état civil, une condition sine qua non de bonne gouvernance et de développement et même de maintien de paix en période électorale. Deuxième préoccupation, on a connu le problème des ventes de faux médicaments. Mais aujourd'hui, il existe au Bénin des guérisseurs et des praticiens qui déclarent détenir le secret de telle ou telle plante pouvant guérir telle ou telle maladie. Certains de leurs produits seraient même en vente dans les pharmacies, du moins dans les supermarchés. Or, il s'agit de produits qui n'ont pas suivi la procédure régulière de mise sur le marché et qui n'ont pas été testés conformément à la loi béninoise portant éthique et recherche en matière de santé. Quelle est aujourd'hui la démarche du gouvernement pour soutenir la recherche en santé au niveau national et éviter que les citoyens ne servent de cobayes? Troisième préoccupation, ça concerne toujours le droit des enfants. Dès 2013, quand le Bénin a adopté le Code de l'enfant et a ratifié la convention relative à l'adoption internationale, le ministère des Affaires étrangères, sans avoir consulté, parce que j'en ai eu la preuve à l'époque, sans avoir consulté le ministère de la Justice et le ministère en charge de la protection de l'enfant, a sorti une note verbale adressée à toutes les représentations diplomatiques pour suspendre l'adoption internationale sans que des mesures ne soient prises pour définir les nouvelles procédures en la matière. Et aujourd'hui, ça fait problème. Je l'évoque souvent parce que je dis, si nous ne savons pas faire, nous aurons encore à faire face non seulement à une question de corruption en matière de protection des enfants, mais également à une affaire de traite qui va éclabousser le Bénin. Et j'aurais souhaité qu'aujourd'hui, le ministre en charge des Affaires étrangères, avec le garde des Sceaux, s'entende avec le ministre en charge de la protection sociale pour que cette affaire soit réglée. Ma dernière préoccupation s'adresse au ministre en charge du tourisme. C'est juste connaître la question de la gestion déléguée au niveau du parc de Pandjari, qui aujourd'hui fait l'objet d'une délégation de gestion par des étrangers. On entend des choses et on ne souhaiterait à la source qu'on nous dise les intérêts de cette gestion aujourd'hui du parc par des non-béninois. Et si possible également la même question pour le port de Cotonou. Je vous remercie. Et ma première préoccupation, c'est lié à la redistribution des richesses disponibles pour couvrir les besoins des plus vulnérables. Et ici, mon cœur bat pour les enfants. Donc, je voudrais savoir, au niveau donc, de la redistribution de richesses, qu'est-ce qui est affecté? Pas aux ONG, mais les techniciens eux-mêmes, parce que quand vous discutez très officiellement avec eux, ils n'ont souvent pas les ressources. Ils n'ont souvent pas les ressources. Ils ont envie d'avancer, mais quand vous les écoutez, même dans d'autres instances où on réunit les États africains, mais on a tendance à baisser la tête, comme si c'est les autres qui doivent tout faire pour nous. Je ne sais pas si on peut dépasser cette honte que je crois être nationale, parce que c'est de nous qu'il s'agit. Oui, la deuxième chose, cette histoire de Gaiman, cette histoire de Kennedy, cette histoire de Vaudou, qui me semble être des choses
qu'on a mélangées et qui, si j'admire la volonté d'extirper ces mauvaises personnes-là qui, pour diverses raisons que je ne saurais justifier, se font détecter, vraiment, moi je voudrais que vous puissiez agir rapidement pour que le déluge là ne vienne pas nous avaler. Je remercie la ministre pour l'occasion. J'irai sur 3 points rapidement. Le premier, c'est la charte graphique du gouvernement. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui dérange le gouvernement pour changer cette charte graphique. Il y a également la deuxième décision, c'est la non-désignation du dernier membre de la Cour constitutionnelle qui n'a pas été remplacé. Le dernier rapport de l'ANC montre qu'il y a encore des ministres au niveau du gouvernement qui n'ont pas encore déclaré leurs biens. Je voudrais aborder la question de redistribution des ressources financières dans notre pays. Ensuite, la lutte contre les faux médicaments. La lutte est bonne, mais elle ne sera effective que si, dans tous les arrondissements de notre pays, on peut avoir au moins un dépôt pharmaceutique. Pour finir, je voudrais demander en matière de gouvernance économique, quelle est la contribution ou bien quelle est l'implication des collectivités locales? Je remercie les divers intervenants pour les questions qui nous ont été posées. Je répondrai à celles qui relèvent de mon domaine et celles qui, au nom de la solidarité gouvernementale, m'interpellent et sur lesquelles j'ai des éléments de réponse qui, j'espère, pourront vous satisfaire. La première chose, c'est nos rapports avec la société civile. Il ne vous aura pas échappé que tout à l'heure, j'ai voulu qu'on clarifie et le garde des Sceaux est venu pour repréciser et compléter ce que j'ai dit. Je pense qu'aucun gouvernement ne peut se plaindre d'avoir le regard de la société civile dans la gestion de ce qui est fait de ce que j'appelle notre destin commun, la gestion de notre pays. Je n'ai pas senti au gouvernement, en tout cas, une aversion pour la société civile, puisque vous avez au sein de la société civile, au sein du gouvernement, j'allais dire, plusieurs anciens acteurs de la société civile. Mais cette société civile n'est pas homogène. Elle n'est pas non plus du même niveau. Il y en a qui ont un degré de professionnalisme dont on peut utiliser non seulement l'expertise, mais aussi les résultats de travaux indépendants immédiatement. Il y en a pour lesquels certains affinements sont encore nécessaires. Donc je peux vous dire au nom du gouvernement que la collaboration avec la société civile est souhaitée, elle est voulue, elle est vécue. Ensuite, sur les droits de l'enfant, moi c'est une question à laquelle je suis très sensible et je voudrais remercier Madame Ayemona pour ce qu'elle a dit. C'est très important. C'est très important parce que superviseur de 2 départements dans cet exercice important qu'on appelle le RAVIP, j'ai pu me rendre compte de la gravité de la situation. Je ne sais pas si vous avez pu suivre à un moment donné, j'avais souhaité d'ailleurs, j'ai souhaité et ils l'ont fait, que la presse relaie bien que dans certains arrondissements, nous avons eu plus d'inscriptions par témoignage que par présentation de pièces. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des milliers de citoyens dans ce pays qui n'existent pas. Ils n'ont aucun papier, ils n'ont pas de pièces. Certains vont à l'école jusqu'à un certain moment et c'est à l'heure de s'inscrire pour les examens, puisque dans une contrée reculée, on dit, bon, laissez les enfants venir à l'école. Mais pour aller à l'examen, on pose des conditions. Essentiellement que vous avez des enfants brillants, parfois brillantissimes, qui ne peuvent pas aller à l'examen. C'est une question qu'il faut prendre très au sérieux, très au sérieux. Un partenaire comme l'UNICEF fait beaucoup de travail pour dire il faut, et en lien avec le gouvernement, il faut déclarer les naissances. Il faut même faire une campagne d'enregistrement des naissances. Nous ne le faisons pas suffisamment encore. Il faut qu'on en fasse plus. Je suis même d'avis à ce qu'il y ait une campagne pour que
nous puissions sensibiliser nos citoyens sur le fait que dès qu'un enfant naît dans ce pays, il est important qu'il soit déclaré. Mais le RAVIP, pour vous dire, lorsque j'ai entendu certains cercles combattre cet outil-là, et Dieu merci, monsieur le garde des Sceaux, de plus en plus de personnes qui l'ont combattu vont s'inscrire dans le RAVIP. Le RAVIP est une solution au moins, et l'engouement que moi j'ai remarqué, que ce soit dans le département des Collines, que ce soit dans le département du Zou, et même un peu dans le Mono où je suis allé, ce n'est pas le département dont je suis en charge, l'engouement que j'ai remarqué, je me suis demandé, mais pourquoi les gens viennent? Pourquoi ils font la queue? Pourquoi ils sont là très tôt? C'est parce que ce besoin-là est réel, ce besoin d'exister, d'avoir une pièce. Un pays moderne, c'est un pays où toutes les naissances sont déclarées et on ne peut pas faire de la planification de développement si on ne sait pas pour combien de personnes, vous l'avez relevé tout à l'heure, on veut construire une école, on ne sait pas pour combien de personnes on a besoin de faire un centre de santé et d'autres infrastructures sociales. Sur le code de l'enfant et le fait qu'à un moment donné, le ministère des Affaires étrangères aurait sorti effectivement une note verbale pour suspendre l'adoption internationale sans consulter les autres départements. Je ne dirais pas « Ah, j'étais pas là ». Non, l'administration est une continuité, il y a pu avoir des dysfonctionnements et le rôle de ce gouvernement est de corriger ces dysfonctionnements-là. C'est d'assumer là où les choses n'ont pas bien fonctionné et d'avancer. C'est pour cela qu'on ne communique pas beaucoup sur « ils ont fait, ils ont dit, ça ne va pas ». Non. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça puisse se faire correctement? J'ai eu une réunion il y a moins de 15 jours avec ma collègue des affaires sociales, pour que nous puissions revoir quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, cette autorité pour l'adoption internationale. Parce que là aussi, l'instrument ne joue pas le rôle qu'il devait jouer de manière optimale. Et en accord avec la ministre, nous avons décidé qu'avec notre collègue le garde des Sceaux, nous revisiterons l'outil pour non seulement le rendre moderne, non seulement le rendre plus efficace et peut-être voir si les acteurs et les personnes qui sont en charge de cette chose-là sont vraiment, comme on dit, les personnes qui sont compétentes pour le faire. Je n'affirme pas qu'elles ne le sont pas, mais nous allons questionner aussi cette compétence-là. Voyez-vous, c'est important. Oui, vous avez évoqué quelques éléments liés aux préoccupations de budget. Je prends acte de cela et je pense que c'est des choses qu'il faut pouvoir rectifier et corriger. Mais j'ai cru comprendre, en travaillant un peu sur le dossier, qu'à un moment donné, les gouvernements précédents se sont rendus compte qu'il y avait des filières de trafic pour l'adoption. Et peut-être que la solution de marquer un coup d'arrêt est arrivée pour bloquer ce système-là. Mais il ne faut pas seulement bloquer. Quand on bloque, il faut rapidement mettre un autre outil en place. Et c'est cet outil-là que nous nous efforçons, nous nous évertuons à mettre en place dans les semaines, dans les mois qui viennent, et on le fera le plus rapidement possible. Vous avez relevé, et vous avez eu raison de le faire, que nous essayons systématiquement de faire en sorte que la signature de notre pays soit respectée. Il y a beaucoup d'actes auxquels nous sommes partis qui n'ont même pas été signés. Et nous avons fait un effort de faire signer plusieurs de ces actes. Quand on a fait ça, il faut ensuite faire la démarche de leur ratification. Il n'est pas un seul conseil de ministres où nous n'avons pas telle ou telle autre convention ou tel autre outil, instrument auquel nous sommes partis, qui ne soit transmis, parce qu'il faut passer par le conseil de ministres, et transmis à l'Assemblée nationale par le canal de mon collègue, le garde des Sceaux. Et nous allons continuer. Il y en a beaucoup encore. Mais au moins à l'Union africaine, si vous prenez le dernier relevé, nous avons réduit énormément le nombre d'actes qui avaient été laissés dans la nature, si je peux ainsi dire, sans qu'il y ait une suite. Donc nous allons continuer cela. Et la question que vous posez, c'est maintenant l'internalisation, l'application concrète ici, les outils qu'il faut mettre en place. Là aussi, il y a du travail qui est en cours, il y a beaucoup de choses à faire. Ces priorités existent et je puis vous donner l'assurance que peut-être que si nous nous retrouvons dans 1 an ou dans 6 mois, certains organes pour lesquels nous sommes engagés auraient été mis en place. Sur les Guémènes, j'ai eu une réunion avec un ministre du gouvernement togolais qui m'a informé d'une chose que je savais déjà, que certains divorcés sociaux, Guémènes comme on les appelle, avaient été arrêtés et seraient rapatriés vers le Bénin
Et je crois que dans la soirée ou le lendemain, la presse a pu faire écho de cela, l'opération a eu lieu. Mais lorsque j'ai appris que non seulement il y avait des cas d'exaction que des personnes avaient été brûlées, et que quelques personnes appelaient à des manifestations ici, je me suis inquiété. J'ai appelé le directeur général de la police républicaine. Et il m'a dit, il n'y a pas un seul Béninois qui a été brûlé au Togo. C'est faux, il venait de parler avec son collègue du Togo. Méfions-nous de ce que les réseaux sociaux colportent. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une chasse des Togolais contre les Béninois. Il faut qu'on le dise et il faut que nos amis de la société civile nous aident à le faire dire. Et plutôt que de laisser certains citoyens mal intentionnés de notre pays appeler même à une manifestation et à commettre des exactions sur nos frères togolais qui vivent paisiblement ici, on devrait leur dire, et j'affirme solennellement au nom du gouvernement de la République, qu'il n'y a pas de violence au Togo concernant les Béninois. Ce n'est pas vrai. Je voudrais m'associer à mes collègues pour remercier les uns et les autres pour les contributions. Je voudrais, sur le parc de la Pendjari, préciser un certain nombre de choses qui répondront également à quelques questions liées au port autonome de Cotonou. D'abord, nous accorder sur le modèle. Ce qui a été fait, c'est une délégation de gestion. La délégation de gestion veut dire que le Bénin confie à une structure donnée de gérer le parc et donc que cette structure a le devoir de rendre compte de sa gestion et qu'il y a bien évidemment un dispositif de contrôle, de suivi et évaluation. Ça, c'est la première chose que je voudrais préciser. Ensuite, à qui avons-nous délégué le parc? African Park Network. C'est une référence mondiale en la matière. C'est aussi, par exemple, un acteur célèbre, Leonardo DiCaprio, qui donne de l'argent au Bénin pour participer à la sauvegarde des lions dans le parc de la Pendjari. Je ne suis pas certain que Leonardo DiCaprio, avant la prise en main du parc de la Pendjari par African Park, connaissait où se situait le Bénin sur la carte du monde. Nous avons des mécènes de très grande importance qui aujourd'hui accompagnent notre pays parce que cette ONG internationale de référence est en train de gérer le parc. Et je voudrais dire que quand on fait des choix, il faut évaluer ces choix et voir ce qu'on gagne et éventuellement ce qu'on y perd. Sur le parc de la Pendjari, je vous assure, chers compatriotes, acteurs de la société civile, faites vos investigations. Le Bénin gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non seulement en visibilité, mais aussi en qualité de gestion de ce parc. Je vais vous donner l'exemple du parc W, qui n'est pas encore totalement pris en main par African Park, dans lequel, vous le savez tous, vous suivez l'actualité, il y a des champs, des plantations. Il y a des personnes qui font des cultures dans le parc. Il y a aujourd'hui des routes qui traversent ce parc avec des véhicules non autorisés qui y circulent. Parc W. Alors que c'est une richesse inestimable pour notre pays. Et je crois aujourd'hui que l'option du gouvernement, en tout cas en la matière, est une bonne option. Préciser également que sur le modèle, nous avons à prendre une décision quand nous devons entrer dans ce que j'appelle le processus de développement, de révélation de notre pays à nous-mêmes et à la communauté internationale. Nous avons expérimenté tous, vous le savez mieux que moi, la gestion d'un certain nombre d'institutions, d'établissements par le public, par l'État. Et nous avons vu les résultats. Prenez les sociétés d'État. Lorsque la rémunération du dirigeant est garantie, quels que soient les résultats de son exercice, quelles que soient ses performances, vous avez de fortes chances de contre-performance, simplement parce que vous n'êtes pas dans une relation contractuelle qui l'oblige à avoir des performances avant de garantir sa rémunération. Les choix que le gouvernement fait aujourd'hui sont basés sur la délégation de ce que nous pensons comme étant vital pour la survie de nos institutions et entreprises à des entreprises ou des structures qui en ont l'expertise, qui ont fait leur preuve ailleurs et qui gèrent avec une obligation de résultat et dont la rémunération dépend des performances. C'est pareil pour le port autonome de Cotonou. Qui dans cette salle, qui dans notre pays ne connaît pas le port d'Anvers? Tout le monde sait quelle est cette structure. Tout le monde sait que c'est une référence. Et ce que nous avons fait, nous avons dit, c'est le poumon de notre économie, comme nous aimons bien le dire. Alors, ce poumon de notre économie, il est plus facile pour le chef de l'État d'y nommer un partisan, d'y nommer quelqu'un qui lui sera redevable. Et dans le cadre des accords politiques, certains partisans soutiens
ont demandé le port autonome comme on demande des ambassades, comme on demande des postes au gouvernement. Mais le chef de l'État a dit non, en disant nous ne pouvons pas nous amuser avec ce qui nous permet d'avoir un minimum de ressources. Ce que African Park nous permet d'avoir sur la Pendjari aujourd'hui, c'est par exemple cette chaîne qui s'appelle National Geographic. C'est la référence mondiale en termes de documentaires sur les parcs et autres. Non seulement ils nous donnent de l'argent, mais ils nous ouvrent leur antenne. Nous avons aujourd'hui des documentaires qui sont diffusés, qui parlent du Bénin, qui parlent du parc de la Pendjari sur cette chaîne. Et je peux vous dire que même si nous devrions payer pour le faire, il n'était même pas certain qu'on accepte de nous intégrer à la grille des programmes d'une chaîne comme celle-là. Donc, c'est autant d'avantages sur lesquels je voudrais rassurer les uns et les autres et dire que lorsque la personne que vous appelez pour vous aider à relever un défi de performance, de gouvernance, lorsque cette personne a une obligation de résultat, lorsque la rémunération de cette personne dépend de ses performances, je pense que vous y avez toujours intérêt. Et le Bénin, évidemment, veille à ce que le maximum d'intérêt soit pour nos concitoyens. Monsieur Gagné, vous avez abordé la question de la charte graphique du gouvernement. La charte graphique de tout pays ne dit nulle part que nous devons respecter la disposition des couleurs telles qu'indiquées dans le drapeau du Bénin. Le liseré qui est vert, jaune, rouge, qui est sur les en-têtes, qui est sur les enseignes, qui est dans la charte graphique qui a été validée par le gouvernement, respecte tout à fait les normes internationales. Le débat a été de dire, est-ce qu'on dispose ça pour avoir exactement le drapeau? Et les diplomates vous diront par exemple qu'on ne met pas sur le même document l'armoirie et le drapeau national. C'est interdit en diplomatie. Et donc, il n'est même pas bien pour notre pays d'afficher le drapeau tel qu'il est et d'afficher à côté l'armoirie. Donc, ce que vous avez remarqué comme différence dans les enseignes relève du simple fait que toutes les institutions du pays n'ont pas encore renouvelé les enseignes. Sinon, les nouvelles enseignes qui ont été faites respectent la nouvelle charte graphique. Et je voudrais, pour finir, dire que la charte graphique, c'est un identifiant visuel qui permet de savoir que quand on regarde ça, c'est le Bénin. Sur la déclaration des biens, tous les ministres du premier gouvernement ont déclaré leurs biens. Les 5 ministres qui n'ont pas encore déclaré leurs biens font partie de ceux qui sont entrés au cours du remaniement du 27 octobre. Mais ils ont commencé la formalité et je pense qu'au prochain rapport, vous ne verrez plus de ministre du gouvernement qui n'ait pas déclaré les biens. Je voudrais parler de la clé de redistribution dont a parlé le vice-président du FONAC. C'est vrai que la clé, elle est perfectible, mais cela pose une autre question qui est une question de fond. Est-ce que si aujourd'hui nous nous accordons pour redéfinir une clé, tout le monde aura l'humilité d'accepter de gagner ce qui lui revient de droit? Madame Zossou, nous avons certainement fait l'option de ne pas beaucoup parler, c'est vrai, l'information publique. Nous avons peut-être des efforts à faire à ce niveau, il faut le reconnaître, mais nous disons déjà beaucoup. Vous savez, ce qui nous préoccupe, c'est de ne pas franchir le cap de la propagande. Et vous, comme beaucoup de nos concitoyens, et comme nous-mêmes d'ailleurs, nous avons pris de mauvaises habitudes sur les dernières années. Le chef de l'État est partout. Les ministres sont partout. Et pour tout, ils interviennent. Nous avons dit aujourd'hui qu'il faut développer une approche sectorielle. Quand c'est une question qui concerne un ministre, le ministre prend la parole. Vous avez remarqué que nous n'avons pas désigné un porte-parole du gouvernement. Le ministre Diop-Guénou aujourd'hui fait le compte-rendu du Conseil des ministres. Les efforts qui sont faits aujourd'hui font que vous avez le compte-rendu quelques heures seulement après le Conseil des ministres. Ce n'est pas simple d'aller en réunion un mercredi, de discuter et de rendre disponible le compte-rendu. Donc ça, ce sont des efforts et nous allons continuer à faire des efforts pour que vous ayez l'information comme vous le souhaitez. Mesdames et messieurs, à la suite de mes excellents collègues, je voudrais partir de quelques rappels sur la compréhension qu'il faut avoir de la gouvernance impulsée par le président de la République. Ensuite, répondre à quelques préoccupations spécifiques sur la compréhension qu'il faut avoir. La gouvernance économique, sociale, même politique,
que le président de la République impulse est attelé, bien entendu, au programme d'action du gouvernement. L'objectif, c'est de dire que le programme d'action du gouvernement sera exécuté. Et cette gouvernance a pour premier objectif de mobiliser les ressources au profit de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Mobiliser les ressources, notamment les ressources au plan interne. Deuxième objectif, faire en sorte que les dépenses des ressources publiques soient utiles. Et que ces dépenses intéressent le plus grand nombre de citoyens. Le troisième objectif, c'est l'efficacité. Il ne suffit pas de mobiliser les ressources, il ne suffit pas d'exposer ces ressources pour l'exécution du programme d'action du gouvernement. Il faut faire en sorte que ces dépenses soient des dépenses de qualité, parce qu'il y a des hommes et des femmes de qualité que le président de la République choisit pour mettre en exécution ce programme d'action au moyen de ces ressources. Alors, deuxième préoccupation, les décisions de la Cour constitutionnelle. Encore une fois, le remplacement d'un membre à la Cour. Et quand Gagné en parle, j'ai de la souffrance, à titre personnel. Oui, parce qu'on va s'expliquer, vous allez comprendre. Nous devrons tous rechercher, non pas ce qui est mieux pour nous-mêmes, individuellement, mais ce qui est mieux pour le pays. Ce qui est meilleur pour le pays, en respect de la règle de droit. Voici, vous avez appris comme tout le monde, et le président de la République aussi, qu'un membre de la Cour constitutionnelle a démissionné. Le président de la République dit quelles sont les règles, les tests applicables. La loi organique, la Constitution elle-même, la loi organique. Et la loi organique dit que la démission n'est effective que si la personne démissionnaire, le membre démissionnaire est remplacé. En toute théorie, vous ne pouvez pas dire que la démission est effective. Vous ne pouvez pas dire ça. Que la démission est effective. La démission n'est effective que si le président, l'organe qui doit procéder au remplacement de la personne, désigne le nouveau membre. Le président de la République engage les consultations. La loi organique dit, si le président de la République veut vraiment nommer un nouveau membre, il a le délai pour le faire. Cela veut dire, à contrario, s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas nommer un nouveau membre. Donc la démission n'est pas effective. Il a engagé les consultations dans les délais, ces consultations n'ont pas abouti. Vous voulez qu'il décrète, qu'il envoie la police républicaine auprès des personnes qu'il aurait identifiées pour leur demander d'aller siéger, d'autant par ailleurs que l'absence de nomination ne conduit pas à un vide au sein de la Cour, puisque la loi organique dit, tant qu'on n'a pas nommé, la démission n'est pas consommée. Donc il n'y a même pas de problème juridique. La loi n'est pas faite pour vous et moi seuls. La loi est faite pour le pays. La Constitution est faite pour le pays. Et le président de la République est le gestionnaire de ce qui nous appartient à nous tous. Je voudrais résumer. Sur le plan de la Constitution, il n'y a aucune violation de la Constitution de la part du gouvernement. Je voudrais venir sur ce troisième point en disant que nous avons fait un constat pour le travail que nous faisons à l'international, dans les ONG, dans les institutions, dans les collaborations, dans la coopération pour le développement. On a constaté que généralement, sur certains points, le gouvernement va seul. La société civile va seule. Et c'est peut-être là que nous constatons que notre gouvernement a une position. Et lorsque nous avons la chance, en tant que société civile, d'être là avant le gouvernement,
Nous avons une idée, c'est là qu'on collabore pour essayer de, n'est-ce pas, rattraper un certain nombre de choses. Je voudrais faire le souhait plutôt, que sur certaines questions déjà, il y a un certain nombre de dispositions pratiques qu'on peut prendre avec vous et avec nous, justement, pour pouvoir aller plus loin. Je voudrais saluer ici, ça je ne vais pas l'occulter, saluer le rôle qu'a joué le ministre des Affaires étrangères lors de la TICAD qui a eu lieu en Afrique, au Kenya, la dernière fois, sur instruction du chef de l'État. La société civile a été associée à une démarche dans ce sens. Et nous avons vu ce que ça a fait. C'était le seul gouvernement parmi les 44 chefs d'État africains qui étaient présents. C'était le seul gouvernement qui avait associé la société civile. Il est temps que nous prenions une loi pour que quand un gouvernement va venir, qu'il ne vienne pas mettre encore tout ce qui est déjà fait. Puisque l'argent, c'est l'argent du contribuable et que la gestion soit la gestion assez sur les résultats. Je vous remercie. Je remercie les personnes qui ont posé un certain nombre de questions, soit par écrit ou en prenant la parole. Ce n'est pas par un désir, par une volonté de rejeter les acteurs de la société civile que vous êtes, que vous n'êtes pas souvent ou tout le temps partie des délégations. Je vous remercie d'avoir eu l'amabilité de rappeler que lorsqu'il s'est agi de la TICAD à Nairobi en août 2016, vous avez fait partie de la délégation, non seulement parce que le format le permettait, mais que le président de la République a souhaité que nous puissions faciliter votre participation. Et j'ai été heureux de vous compter parmi cette délégation-là. Maintenant, une chose qui est importante sur ce plan-là, c'est que ce que vous demandez au gouvernement, en fait, il faut pouvoir le faire aussi. Bien souvent, je me suis retrouvé dans des conférences internationales où j'ai croisé des personnes représentant la société civile qui sont suffisamment actives dans certains domaines et que personne ne connaît au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas une tour d'ivoire, c'est un espace public, c'est votre ministère. Et mes instructions ont été toujours très claires, nous devons répondre aux demandes des citoyens. Donc lorsque vous dirigez une association, une organisation, et que vous souhaitez nous informer, et que vous souhaitez avoir des informations de notre part, nous sommes disposés à le faire, je tenais à vous le dire. S'agissant maintenant de la question qui était au cœur, n'est-ce pas, de la demande qui m'a été faite de participer à cette rencontre sympathique, au demeurant, je dois dire que le gouvernement de la République, en tout cas celui-ci, a une option très claire pour la promotion de nos cadres dans les institutions internationales. La promotion des cadres des institutions internationales obéit à un certain nombre de principes, obéit à un certain nombre de principes, de méthodes, obéit, j'allais dire, à un savoir-faire. Lorsque ce savoir-faire est mis au service d'un profil adéquat, on gagne. Je peux vous dire que la juge que nous avons désormais à la CPI, Madame Alapini Ganso, non seulement a un profil qui correspondait à l'emploi, elle a été active dans le domaine, elle est connue dans le cercle, mais ce qui lui manquait, c'était ce coup de pouce de son gouvernement. Et le président Talon, il nous a dit, dès le premier conseil des ministres, et le ministre de la Culture, je crois, le garde des Sceaux, le ministre de la Culture l'a rappelé tout à l'heure, si c'est un Béninois, on ne se pose pas la question de savoir s'il est partisan ou non, s'il est du sud, du nord, de l'est ou pas, il faut regarder le profil. Si le profil est digne, nous nous mobilisons, nous mettons même les ressources à disposition et nous accompagnons. Et cela nous a permis de marquer quelques scores. Et je donne cet exemple-là. Je peux aussi donner l'exemple du dernier commissaire que nous avons pu placer à la CEDEAO. C'est vrai que c'est un poste qui nous est destiné, mais on aurait pu nous demander de retirer les 3 candidatures si, après l'interview, ils n'étaient pas au niveau. Nous avons envoyé un général de l'armée, un général de police et un diplomate. Les interviews ont eu lieu. Les 3 étaient au-dessus de la moyenne, mais ils ont choisi celui qui a eu plus de points. Et depuis début mars, nous avons le commissaire en charge des questions politiques, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO qui est là-bas.
C'est peut-être pas l'un des meilleurs exemples que je pouvais vous donner. D'autres exemples existent. Lorsque l'UNESCO, il y a quelques mois, a voulu élire des personnalités indépendantes dans son comité interne de gestion, nous avons identifié des personnes qui sont sur place, des personnes qui ont marqué leur intérêt, qui se faisaient déjà un peu connaître de la maison. Nous les avons proposés. L'ambassadeur Zevounou a conduit l'exercice et Mme Eliane Tchaonka a été élue haut les mains dans ce comité-là. Et c'est un peu un savoir-faire. Ce qu'il faut éviter, c'est que notre pays ne fasse plus jamais des choses qui sont passées avant. Ou pour le même poste international, connaissant les règles. On n'a pas l'endossement de l'Union africaine. Et le même pays positionne deux personnes. Un ancien ambassadeur et un fonctionnaire qui est à l'intérieur de la maison. Quand on fait ça, d'abord on dit qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, ça ridiculise le pays et ça ternit notre image. Nous ne voulons pas le faire. Je peux vous donner l'assurance qu'au niveau du ministère, et je réponds à la question de Mme Bopé, j'ai un point focal, j'ai un cadre qui vient des Nations Unies, qui nous a rejoints et qui est en charge de recenser toutes les opportunités. Première chose, que nous adressons au ministère. La deuxième chose, cette personne est chargée, lorsque nous avons des candidats, chargée de les préparer. Vous savez aussi que dans certains cas, nous faisons ce qu'on appelle le lobbying politique. Lorsque le chef de l'État rencontre le secrétaire général des Nations Unies, c'est déjà arrivé, ou lorsque moi-même je rencontre des chefs d'agence, etc., je pars avec des CV de personnes dont je sais qu'elles ont le profil, qu'elles sont intéressantes. Ah, le RAVIP au niveau des ambassades, dernier point. Non, pour le moment, le RAVIP, c'est un outil pour planifier le développement sur le territoire, le développement national. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous voulons réussir l'enrichissement des citoyens et aussi des étrangers qui vivent sur notre territoire. Nous ne sommes pas encore à l'étape de créer des points RAVIP dans les ambassades. Mais si une chose mérite d'être dite, monsieur le ministre, concernant les ambassades, c'est le fait que depuis la fin de ce mois, du mois de mars, donc depuis le 1er avril, on peut obtenir son passeport lorsqu'on vit à l'étranger en 15 jours. C'était une promesse qui avait été faite lors de la réunion avec la diaspora à Paris au mois d'octobre 2017. C'est une chose effective maintenant, alors que par le passé, cela pouvait durer 3 mois, 6 mois, même 1 an. Le président a considéré que c'est une chose qui n'était pas acceptable. Nous nous sommes organisés et désormais cela pourrait se faire et je crois que c'est une bonne avancée pour que nos compatriotes n'aient plus parfois à prendre l'avion pour venir jusqu'à Cotonou pour se faire délivrer des passeports. Je voudrais aussi enfin dire, en termes de conclusion, première chose, ces rencontres sont nécessaires. Elles se renouvelleront. D'ailleurs, pour ce qui concerne à titre spécifique mon département, nous sommes en train de mettre en place un groupe de travail à l'effet d'indiquer, de suggérer au gouvernement la réforme nécessaire sur la loi de 1901 sur les associations. Il nous faut réformer cette loi. Il faut que nous ayons notre loi. Il faut que les distinctions nécessaires soient faites. C'est dans le cadre de la loi que ce qui relève du gouvernement sera précisé. Ce qui relève de l'État sera précisé. S'il y a lieu à séparation, ces séparations seront indiquées. Il nous faut réfléchir, le groupe de travail sera rapidement mis en place, impliquant les représentants de chaque secteur de la société civile et les représentants du gouvernement. Ensuite, mesdames et messieurs, le partenariat entre la société civile et le gouvernement n'est pas à créer, n'est pas à construire. C'est un partenariat d'évidence, avec le rôle que vous jouez, que nous respectons, avec les efforts que le gouvernement fait, les efforts sur lesquels le gouvernement ne reviendrait que si les observations, les suggestions tendent aux objectifs que le gouvernement s'est fixés dans le cadre de son programme d'action que le président de la République a présenté à chacun de nous. Nous voulons que notre pays avance. Nous avons l'habitude, pour certains, de traiter les effets, les manifestations. Pour d'autres, de ne regarder, de ne rechercher que les causes. Le gouvernement veut traiter
les causes et les effets. Les effets relèvent de l'urgence. La politique appliquée traite l'urgence. Mais la cause, c'est dans la durabilité. Que faire pour que notre pays ne chute plus? Que faire que notre pays ait son identité respectée? Que faire pour que notre pays puisse conquérir le monde? Que ces jeunes, que ces femmes, que ces hommes puissent avoir le regard du monde? Que faire pour que beaucoup d'autres viennent dans notre pays? Que faire pour que notre pays soit propre? Pour que les rues soient bien rangées? Pour que le cadre de vie soit amélioré? Pour atteindre cet objectif, nous devrons souffrir, mesdames et messieurs de la société civile. L'on n'atteint pas le ciel sans souffrance. Nous avons un prix à payer. Et un gouvernement qui ne le dit pas tombe dans le populisme. Le président de la République ne veut pas appliquer une politique de populisme. Les citoyens ont un prix à payer. Chacun a un prix à payer. Et vous, vous incarnez, vous représentez à divers niveaux les citoyens. Nous ne pouvons pas, et c'est vous qui nous l'enseignez chaque fois, faire des omelettes sans casser des œufs. Nous avons des habitudes, nous avons des pratiques sur lesquelles nous devons nécessairement revenir. Et il nous faut expliquer ça. Et nous avons besoin de vous pour expliquer cela. Nous sommes attentifs à une politique cohérente de lutte contre l'impunité, de lutte contre la corruption. Non pas une politique partielle, non pas une politique parcellaire, non pas une politique orientée, quelle que soit l'orientation. Il ne faut pas indiquer au gouvernement qu'il va orienter sa politique. Encore que le gouvernement ne veut pas non plus orienter sa politique. C'est dans l'intérêt de chacun de nous. Et c'est pour cela que je voudrais vous remercier de votre présence continue, de vos contributions de grande qualité.